c'était une grande surprise. Parce qu'on s'attendait à ce que Renzi fasse un bon résultat, mais on s'attendait aussi à ce que Grillo fasse un résultat peut-être même au même niveau, sinon même plus. Finalement, Grillo a été décevant par rapport aux attentes qu'ils avaient aussi alimentées, en disant nous on va gagner, etc. Ils ont eu 20% plus ou moins, alors que Renzi, il a eu 10% plus de ce qu'on s'attendait, 10, 11% plus, 40%. C'est inouï, il n'y avait jamais eu ça depuis 1958 qu'un parti en Italie prend 40%, c'était la démocratie chrétienne qui avait eu ça en 1958. Et donc, il y a eu vraiment un déplacement énorme de voix vers Renzi. Et il a sûrement récupéré beaucoup de voix qui étaient allées à la protestation de Grillo, les élections politiques. Mais il a récupéré beaucoup de voix de la droite, parce que Berlusconi, pour la première fois, maintenant, on peut vraiment le dire, a complètement échoué dans les élections, parce qu'il est allé bien pire de ce qu'on s'attendait, on ne s'attendait pas beaucoup. Et donc, il est, je ne dirais pas disparu de la scène politique, mais il n'est plus ce personnage incomparable qui était jusqu'à présent. Il est bon tiers. Et surtout, si Berlusconi perd, il perd aussi les gens qui lui sont proches. Parce que ce sont des gens qui sont avec lui s'il gagne. S'il perd, comme un peu partout, mais je vois qu'avec Berlusconi c'est encore pire. Et ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que j'ai entendu un ami français ici, qui me disait l'Italie a sauvé l'Europe dans ces élections. Pourquoi? Parce que, premièrement, en fait, la participation, le taux de participation a été haut en Italie par rapport aux autres pays et ça a fait remonter la moyenne. Donc on a pu dire que pour la première fois, le taux de participation n'a pas baissé comme il a fait toujours pendant les dernières élections. Et deuxième chose, en Italie, c'est le parti du gouvernement qui a gagné les élections, un parti de gauche, mais réformiste. Donc ce ne sont pas les populistes, même si les populistes ont eu un fort consensus, c'est les populistes de Grillo, qui sont quand même différents des populistes de la droite, même si maintenant il était en train de discuter avec Farage, donc les populistes eurosceptiques anglais, mais on ne sait pas encore comment ça va se passer. Et le parti de Renzi est aujourd'hui le premier parti national dans le Parlement européen. Et ça veut dire qu'il y a une énorme vague, disons, qui change les choses, qui change les équilibres de pouvoir dans le Parlement européen. Et donc, du coup, Renzi maintenant peut prétendre beaucoup plus. C'est que l'Italie avait le droit de demander dans le grand partage des voilà, donc des la pouvoirs. place de l'Italie au niveau européen change aussi grâce à ces votes-là, contrairement à la France. Absolument, parce qu'en France, le gouvernement a reculé, le premier parti, le parti eurosceptique, en Angleterre, la même chose, le parti eurosceptique. En Grèce, c'est Syriza qui a gagné par rapport un peu partout en fait. Il y a eu des gouvernements qui ont été défaits. Le seul qui continue à voir, ce pays qui continue à avoir un gouvernement qui est apprécié disons, par la population, c'est l'Allemagne, toujours, parce que l'Allemagne vit dans une situation de détachement, d'éloignement, et là c'est l'autre question que tu me faisais, par rapport au reste de l'Europe. L'Allemagne, c'est les pays qui n'ont pas vécu vraiment la crise dans les autres pays européens, qui n'a pas senti dans sa chair l'austérité, l'appauvrissement, la récession économique, etc. Et c'est un pays en fait qui à mon avis, ne comprend plus. Les autres pays et la situation qu'il y a dans les autres pays. Ils se sont éloignés énormément, les opinions publiques aussi. Et est-ce que pour justement la nomination du président de la Commission européenne, ce paradoxe va jouer un rôle là, il y a une situation qui est assez intéressante, je la trouve fascinante, parce que le Parlement européen a pris une position très forte
qui maintenant doit se donner les moyens pour maintenir. Ce n'est pas facile. Le Parlement doit maintenir son engagement qu'il a pris à rejeter la désignation d'un président de la Commission qui ne soit pas un des candidats des 5 candidats des partis qui ont participé à ce mécanisme nouveau d'indication d'un candidat pour la présidence de la Commission qui a, après les élections, la légitimité d'avoir été voté. En fait. Le parti qui le représente, qui l'a porté, a été voté par le peuple. Et si ce n'est pas le cas, justement, est-ce que c'est pas... Le Parlement européen a dit carrément que si ce n'est pas Juncker, le candidat des partis populaires, ou un autre des 4 qu'il y a, que ce soit Schulz pour les socialistes, ou Verhofstadt pour les libéraux, ou même, mais là on est vraiment dans la fanta politique, dans la politique fiction, fiction les Verts ou les gauches, il a dit carrément qu'il va rejeter un autre candidat. La chose qui est intéressante, c'est que jusqu'à présent, ils ont été très très unis sur ça, parce que même Tsipras, le chef de Syriza en Grèce, et de la gauche radicale maintenant du Parlement européen, a dit nous, on soutient Juncker. Il a dit. Mais c'est ça qui est intéressant à ce niveau des élections, c'est est-ce qu'on va arriver au paradoxe où c'est les États membres qui décident et qui vont finalement essayer de négocier pour nommer. Parce qu'ils n'ont pas de droit de veto. Les pays qui ne veulent pas suivre le Parlement, qui ne veulent pas voter pour Juncker, donc Cameron, l'anglais, avec le hongrois, et le suédois et le néerlandais, et ces gens-là, ils n'ont pas de droit de veto. Et parce que l'élection se fait, déjà depuis l'autre fois, se fait avec la majorité qualifiée. Et il faut que le président désigné de la Commission soit approuvé par la majorité qualifiée, par la majorité absolue du Parlement. Donc, le Parlement, non, la majorité qualifiée au Conseil, la majorité absolue au Parlement. Donc, le Conseil peut très bien proposer quelqu'un pour avoir le consensus, avoir Cameron qui reste encore, etc., et ne pas avoir l'approbation du Parlement. Donc il doit proposer quelqu'un d'autre. Le Parlement peut très bien résister. Il faut savoir aussi, personne ne l'a dit parce que personne ne se rappelle de ça, que le 1er novembre, il y a le nouveau système de double majorité qui rentre en vigueur. Et là, il faut 55% des États et 65% de la population. Ils n'auront jamais une minorité de blocage aussi. Donc, le Parlement a tout l'intérêt de continuer, de résister, de dire non, jusqu'à ce que vous ne proposez pas notre candidat, un de nos candidats, nous on vote contre.